Bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir de démarrer cette première session avec Mathieu. L'idée, c'était donc de partir sur le fonctionnement physique de l'estuaire pour introduire les sujets de Seine-Aval, en faisant un... Ah, il va me falloir la zapette. Merci. Ah oui, il faut que je monte aussi. Donc l'idée, c'était de démarrer sur le fonctionnement physique de l'estuaire. Je vais essayer de ne pas vous ennuyer, comme disait... ou pas vous perdre, comme disait Nicolas. Avec un petit bilan sur ces 30 années de programme. Alors évidemment, comme le rappelait Nicolas, c'est partiel. C'est trop rapide pour le faire en 10 minutes, il y a trop de choses. Donc on a essayé de faire une petite sélection, désolé si on ne montre pas tout. Pour vous rappeler ce qu'on... Ah oui, c'est vrai que c'est plus facile avec l'écran. C'est comme ça que je vous regarde en même temps. Pour vous rappeler un petit peu des sujets qu'on traite quand on parle de fonctionnement physique de l'estuaire, énormément de mots-clés très différents qui se complètent, qui travaillent sur l'ensemble du système aquatique. On va parler des bassins versants, des nappes, des apports latéraux, on va parler hydrodynamique, on va parler inondation, on va parler fonctionnement hydrosédimentaire, morphodynamique. Donc énormément de sujets, énormément de thématiques. Et vous allez voir à quel point on les a développés dans le cadre du programme. Donc si je fais un petit déroulé très rapide des différentes phases, vous aurez à chaque fois les différentes phases et puis les sujets, les thématiques. Et puis si jamais vous êtes très intéressé et que vous ne vous rappelez pas de ce qu'on faisait dans Seine-Aval 1, 2 ou 3, vous pouvez retourner voir dans les ressources documentaires du GIP. Vous aurez accès à énormément d'informations, vous avez accès à la géographie de la connaissance. Donc si vous voulez... comme je ne vais pas être très exhaustif, vous pourrez retourner sur le site, vous aurez énormément d'informations complémentaires. Donc Seine-Aval 1, on démarrait le programme. Seine-Aval 1, 2, 3, les 10 premières années, on a acquis énormément de connaissances sur le fonctionnement de l'estuaire. On a mis les premières briques avec les premières mesures, les premiers outils qui ont été développés, qui nous ont permis de connaître les fonctionnalités du système estuarien. Ensuite, Seine-Aval 4, on s'est appuyé sur ces acquis pour travailler sur 2 sujets. On a continué à travailler sur les vasières et puis on a commencé à initier le travail sur le changement climatique. Seine-Aval 5, on a visé à utiliser les différents outils qu'on avait développés dans les phases précédentes, à la fois en termes d'observation et en termes de modélisation, pour travailler sur différents sujets, dont tout ce qui va être transfert du bouchon vaseux, modification du bouchon vaseux et sa dynamique au cours du temps. Ensuite, on a changé d'échelle. On était sur des échelles annuelles, saisonnières. Et dans Seine-Aval 6, on a voulu avancer dans le temps, travailler sur des échelles pluriannuelles, pluridécennales et travailler sur le côté morphodynamique. Et on s'est adossé à un autre sujet sociétal important pour l'estuaire et pour les membres du GIP, qui étaient les inondations. Finalement, dans Seine-Aval 7, on a tout cet acquis de 30 ans sur lequel on peut se baser et qui nous permettent d'initier à nous projeter vers ce que sera ou ce qu'on voudra faire de l'estuaire dans les décennies à venir, en lien notamment avec l'adaptation au changement climatique. Et puis on discutera tout à l'heure, plus tard dans la matinée, de notre stratégie de suivi qu'on initie dans Seine-Aval 7. Donc c'est partiel, et donc comme j'avais des sujets à choisir, j'ai choisi ceux dans lesquels je maîtrise un peu mieux. Donc quand on parle fonctionnement physique de l'estuaire, on peut parler, entre autres, du fonctionnement hydromorphosédimentaire et des outils qu'on déploie. Et donc, on s'est basé sur 2 outils pour vous illustrer Seine-Aval en 30 ans, la modélisation et l'observation. La modélisation, on a commencé dans Seine-Aval 1, 2 à travailler sur le fonctionnement physique de l'estuaire, hydrodynamique, marée, courant, transport de sédiments. On a fait évoluer cet outil pour affiner notre capacité à modéliser les transferts de sédiments, la dynamique du bouchon vaseux, puis à intégrer l'effet de l'homme, donc en particulier l'impact anthropique et l'action dragage-clapage due à l'entretien du chenal de navigation de l'estuaire de Seine. On a continué, encore une fois, à capitaliser sur nos outils pour travailler sur un outil qui nous permettait non seulement de travailler à l'échelle annuelle, mais de travailler à des échelles pluridécennales. Donc ça, c'était les tendances d'évolution, comment la morphologie va évoluer dans les années, comment elle a évolué dans les années passées, et comment évoluer dans les décennies futures, à la fois en termes morphodynamiques, mais aussi en termes d'habitat. Habitat pour les communautés qui se développent et qui passent une partie de leur cycle de vie dans l'estuaire de Seine. Comme je vous l'ai dit, c'était hydromorphosédimentaire, mais il y a l'hydrodynamique qui compte énormément également. Et donc, pour pouvoir aborder une problématique essentielle pour le GIP qui était les inondations, une modélisation spécifique a été mise en place, très fine, qui représentait à la fois le lit mineur, mais le lit majeur, comment
l'estuaire peut déborder. Et donc ça, c'était une problématique qui a été initiée dans Seine-Naval 6 et poursuivie dans Seine-Naval 7. Et finalement, mais vous le verrez tout à l'heure, donc je ne vais pas m'appesantir trop longtemps, on a aussi essayé de travailler à une échelle plus petite, à l'échelle des zones intertidales, avec un outil spécifique qui vous sera présenté tout à l'heure. Alors on ne le voit pas, mais on parlera des outils de modélisation pour Seine-Naval 7 et 8 plus tard. Deuxième sujet qui était deuxième outil, en plus de la modélisation, c'était l'observation in situ. Avec le suivi haute fréquence. Si on revient dans la première phase de Seine-Naval, on s'appuyait sur deux types de réseaux. Un réseau à l'amont avec la cellule antipollution et puis le GPMR qui avait ses réseaux d'observation et puis un réseau à l'aval. Rapidement, on s'est structuré pour avoir un ensemble d'observations cohérentes de l'amont à l'aval. Donc en 2011, le réseau Synapse a été monté en partenariat très étroit avec Aropa pour permettre de travailler sur la qualité de l'eau et la dynamique du bouchon vaseux. 2015-2016, première phase de fresque qui avait pour objectif d'harmoniser et aussi d'étendre le réseau à l'ensemble du continuum axe-Seine, avec une première phase qui était la mise en place de bouées de stations à l'embouchure et en baie de Seine, pour travailler sur ces interactions justement entre l'estuaire et la baie. En 2019, Fresque 2 a initié la collaboration avec le SIAP et son réseau Mécène qui permettait d'avoir la continuité entre l'amont et l'aval. En 2022, on a rajouté une station parce qu'en 2022, je ne sais pas si vous en rappelez, mais on a eu un étiage très sévère. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que nos stations actuelles ne permettaient pas forcément de regarder jusqu'où remontait le coin salé, jusqu'où remontait finalement la mer dans l'estuaire au cours de ces forts étiages. Et donc on a décidé, en partenariat avec encore une fois Aropa, de rajouter une station pour suivre ces événements. Et on s'est dit que malheureusement, ils allaient perdurer ces périodes de très grands étiages. Et finalement, on a rajouté une station récemment à Pose pour avoir l'entrée du système de l'estuaire et donc de pouvoir finalement avoir une distribution d'amont à l'aval de l'ensemble de notre réseau. Donc je vais passer la parole à Mathieu. Est-ce qu'il fonctionne celui-là? Oui. Merci Romaric. Donc pour conclure cette introduction, je vais vous présenter très brièvement 3 exemples qui permettent d'illustrer justement la complémentarité des outils que vient de nous présenter Romaric, mais également les apports de cette acquisition de connaissances pour la gestion du territoire. Alors on va commencer avec les gradients à l'embouchure, avec le front de salinité, dont le fonctionnement a pu être mis en évidence en estuaire de Seine, justement grâce à une approche combinée entre les modélisations numériques et les observations in situ, et notamment le réseau d'observation Synapse. Alors ce fonctionnement, il repose sur l'équilibre entre la marée et le débit de la Seine, et de façon très résumée, on va retrouver donc cette limite entre eau douce et eau salée dans sa position la plus aval lorsqu'on a de faibles coefficients de marée et de fort débit, et à l'inverse dans sa position la plus amont quand on va avoir de forts coefficients de marée et qu'on est en période d'étiage. Donc ça fait maintenant 10 ans qu'on observe ce phénomène, ce qui nous permet de dégager une tendance d'évolution. Et on s'aperçoit que le front de salinité en fait, a tendance à remonter dans l'estuaire, ce qui a des conséquences directes pour les usages, et notamment un en particulier. C'est l'usine de Norville qui enregistre des dépassements des seuils de salinité presque chaque année en période d'étiage et de grande marée. Donc on discutera plus en détail de la salinisation de l'embouchure de l'estuaire de la Seine, mais cette fois-ci dans les eaux souterraines avec Erwan Idé et le projet Saline à Cuyssen à 11h25. Un autre exemple que je voulais vous présenter concerne également les gradients estuariens à l'embouchure. Cette fois-ci, c'est la compréhension de la dynamique du bouchon vaseux. Et encore une fois, on a pu mettre en évidence son fonctionnement avec l'aide de modélisation numérique et d'observation in situ. Et tout comme pour le front de salinité, on a mis en avant, grâce au réseau d'observation Synapse, encore une fois, une remontée de la position médiane de ce bouchon vaseux dans l'estuaire, ce qui a de nombreuses conséquences pour l'estuaire, que ce soit pour la navigation, en modifiant les zones à draguer, pour la qualité de l'eau, parce qu'on a mis en avant à plusieurs reprises des baisses drastiques des teneurs en oxygène au sein de ce bouchon vaseux, mais également pour les habitats, parce que finalement, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la position médiane du bouchon vaseux tend à remonter dans l'estuaire et s'éloigne petit à petit de la majorité des zones intertidales de l'estuaire de la Seine, ce qui peut avoir des conséquences, notamment sur la recharge des vasières, qui est un habitat essentiel de l'estuaire. Donc on discutera également plus longuement de la morphologie et des vasières en fin de matinée avec Florent Grasso et le projet Design.
Le dernier sujet que je voulais forcément souligner avec vous, c'est la caractérisation des inondations et notamment avec le calcul des périodes de retour. Donc ces probabilités d'atteindre un certain niveau d'eau dans le liminaire de la Seine a pu être comparée notamment au niveau de protection des ouvrages, ce qui a une grande importance pour notre gestion du territoire. Donc je ne rentre pas plus en détail parce que Jérémy Romer nous présentera le projet CEREST juste après cette introduction et notamment des pistes pour repenser le calcul de ces périodes de retour. Enfin, les inondations et leur caractérisation, ça ne s'arrête pas au lit mineur. Dans le programme Seine-Aval, on s'est intéressé également au débordement en lit majeur et notamment via des modélisations numériques des événements historiques ou théoriques, justement basés sur ces périodes de retour. Et ça nous a permis de mettre en avant la dynamique, les emprises des inondations dans le lit majeur, ce qui, bien entendu, a de fortes conséquences pour le territoire, car mieux connaître cet aléa, une fois croisé avec les enjeux, ça va nous permettre de mieux gérer le risque inondation. Donc on parlera également plus longuement des inondations avec le projet Atlantis et Vanessa Labori à 10h25. Donc le projet Atlantis, il vise à justement caractériser l'évolution de cet aléa inondation et à imaginer des solutions d'adaptation pour lutter contre les inondations. Pardon. Je vous remercie. Donc voilà, ça c'est le rappel de notre programme de la matinée. Je pense qu'on peut enchaîner avec la présentation de Jérémy, si tu veux venir.